Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision de Gaspésie et de l'Avantage gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier, je suis très heureux d'être de retour après cette longue pause du temps des fêtes. Alors, on a pris le temps de remettre les batteries à neuf et je suis en compagnie de Frédéric Deroy. Alors, bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Pris le temps de bien te reposer dans le temps des fêtes? Oui, et le veston est un peu plus serré en ce début d'année, mon Dominique. Oui, la dinde a bien passé. Oui, c'était très bon. Oui, alors on est heureux que vous soyez avec nous pour ce rendez-vous hebdomadaire qui reprend jusqu'à cet été. Alors encore une fois, nous allons vous présenter les actualités de la Haute-Gaspésie et comme Frédéric est avec moi, politique oblige. Eh oui. Imagine-toi donc, Frédéric, qu'on est au mois de janvier. Nos Oui. élections sont au mois d'octobre. Oui. Et on parle déjà de politique fédérale. Ça va être une longue campagne. Ah, mais on arrive là, le mandat est presque à la fin. On commence à sentir aussi dans les discours et dans les annonces là, que ça s'en vient, ça se prépare. On veut avoir nos votes. Et des candidatures s'annoncent, Dominique. Exactement. Mais je pense que c'est symptomatique des élections à date fixe. Lorsqu'on sait à quel moment on aura l'élection en tant que telle, on dirait que ça pousse les partis politiques, justement, à faire des nominations et des présentations de candidats plus rapidement. Oui, peut-être pour ça, mais en même temps, quand on était par annonce du gouvernement que ça pouvait arriver à tout moment, ça se jasait assez en coulisses pour que les partis commencent à sentir un peu que ça s'en venait. Donc, on annonçait aussi. Donc, c'était peut-être un petit peu plus hypocrite dans le temps, mais maintenant, on le sait quand est-ce que ça s'en vient. Les annonces se font, mais c'est correct, c'est la game et puis ça permet de commencer à voir un peu où les partis vont se positionner et quels dossiers ils vont amener de l'avant pendant la campagne. Exactement. Et si on parle de ça, c'est qu'on a eu une annonce officielle déjà en ce Oui. 25 janvier. Alors Jean-Pierre Pigeon, qui se représentera à nouveau pour le Parti conservateur du Canada. Alors il défendra les couleurs du parti sous le chef Andrew Scheer. Oui. Alors Jean-Pierre Pigeon, lors des dernières élections, avait terminé bon quatrième derrière Nicolas Roussy du Bloc québécois, Philippe Toone, le néo-démocrate, et on le sait tous, c'est Diane Leboutier qui l'avait emporté. Alors, je ne sais pas à quoi s'attend Jean-Pierre Pigeon, s'il croit qu'il va bénéficier du momentum que peut avoir le Parti conservateur. On sait qu'il y a toujours un certain niveau de mécontentement envers le gouvernement actuel. Ça, c'est propre à tout gouvernement. Ouais. Alors, peut-être qu'il espère que le vent conservateur soufflera pour lui. Le chef présentement, M. Scheer, est pas très connu, n'a pas un très grand charisme non plus. Ça va être embêtant de voir comment les conservateurs vont s'en tirer. Compte beaucoup sur le Québec, mais la base est surtout dans l'ouest du pays. M. Trudeau, vraiment, d'après moi, va frapper vraiment fort pour essayer de séduire le Québec. Parce que, justement, dans l'ouest, les libéraux perdent des plumes avec les hésitations par rapport aux oléoducs et tout. Là. Bon, on sait qu'on avait acheté chez les libéraux un gros tuyau pour aller vers la Colombie-Britannique, mais c'est encore fragile comme contrat parce qu'il y a beaucoup de contestations, mais en général, les libéraux ne scorent pas fort dans l'Ouest. Donc, les libéraux vont travailler très fort pour le Québec. Le NPD aussi. Le Québec risque d'être une province visée parce qu'il est un peu plus vers la gauche de l'échiquier politique. Mais tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup d'espoir pour le vote conservateur en Gaspésie, en Haute-Gaspésie. On verra bien si je me trompe, mais je ne suis pas sûr que ça va frapper fort pour cette élection-ci avec les conservateurs. Et tu parlais de l'importance d'aller chercher le Québec. Ton commentaire rejoint celui de plusieurs analystes politiques. On sait que le premier ministre du Québec, François Legault, a profité probablement de cette situation de fragilité-là des libéraux pour parler notamment de la déclaration d'impôt unique qui serait au Québec. On sait qu'à l'habitude, lorsque cette proposition-là est lancée, on se fait répondre par le Canada, ben oui, très bonne idée, prenez la nôtre et ça va finir là. Ouais. Donc, on espère cette fois-ci que, ben, du côté de M. Legault, je veux dire, il espère qu'il pourra profiter justement de ce besoin de séduction-là que doivent faire les libéraux au Québec pour peut-être faire passer cette idée-là. Les conservateurs ont joué cette carte-là, promettent au Québec d'aller vers le rapport d'impôt unique.
Si je ne me trompe pas, le NPD aussi est pas mal en faveur de ça pour séduire le Québec. Les libéraux, sont un peu plus, pas méfiants, mais on avance que dans les... il y a des centres pour l'impôt au fédéral au Québec qui emploient beaucoup de gens. On dit qu'il va y avoir des pertes d'emploi si on va vers le rapport d'impôt unique traité par Québec. Legault l'a avoué un peu du bout des lèvres, qu'il y aurait peut-être des pertes d'emploi. Donc, c'est un dossier que M. Legault va avoir à travailler pour être convaincant. Parce que si on dit oui, on va aller vers le rapport d'impôt unique, mais qu'il y a des pertes d'emploi, il faut être capable de défendre le fait qu'on va perdre d'emploi ou dire ces emplois-là vont être réintégrés dans d'autres choses ou, vu le surplus de travail qu'on va avoir en ayant un rapport d'impôt, on va pouvoir les réengager. Donc, M. Legault va falloir qu'il ajuste son discours pour que l'idée se vende bien autant au Québec qu'au fédéral. Donc, j'ai bien hâte de voir ça aller. Et on parle aussi rapidement là, pour les migrations. M. Legault a essayé d'y aller avec son test des valeurs, tout ça, auprès de M. Trudeau. C'est dans les discussions, mais récemment, on voyait dans les nouvelles sortir qu'il y a 18 000 dossiers d'immigration en retard au Québec. Donc, on n'est même pas encore à jour dans nos dossiers. Donc, ça aussi, l'immigration, pour M. Legault, le gouvernement Legault, ça va être quelque chose... il va falloir travailler fort parce qu'il y a beaucoup de retard au ministère de l'Immigration. Donc, tout ça va être très intéressant à suivre. Oui, on aura l'occasion d'en reparler puisque la campagne Oui. va monopoliser beaucoup de temps d'antenne. Et d'ailleurs, à moins d'avis contraires, je crois que Mme Leboutier avait déjà manifesté l'intention de se représenter. Donc, ça ne devrait pas être un secret de ce côté-là. Et toi, tu as des rumeurs de ton côté, néo-démocrate bloquiste? Non, aucun son de cloche nulle part. C'est un peu tôt quand même. J'étais surpris de voir la candidature de M. Pigeon pour les conservateurs déjà faire surface. Mme Leboutillier, contre vents et marées, a gardé son ministère. Donc, elle fera la campagne quand même en force avec un titre qu'elle a su garder tout le long du mandat, qu'on a douté à certaines reprises quand il y a eu des remaniements. Mais elle a tenu bon, donc peut-être que cette aura de ministre l'aidera à entrer encore en poste après les élections, de gagner ces élections. Tout va dépendre des autres candidatures. Nouveau chef au Bloc québécois. Un couronnement. C'est qui encore? Je pourrais même pas te dire le nom. C'est Yves-François Blanchet. Merci, M. Blanchet. Au moins, là, la chicane a l'air terminée à l'interne. On verra ce que ça donne. M. Blanchet dit être capable d'aller chercher une vingtaine de députés. On verra. Le Bloc part de loin. Le Bloc part de très loin. Il y aura sûrement quelques mécontentements par rapport aux libéraux. Le fait que M. Bernier ait son propre parti maintenant, le Parti populaire du Canada. Oui, contrairement au PCC, lui, il a le PPC. Oui, alors ce parti va gruger dans le vote conservateur. Peut-être qu'à cause de ça, le Bloc va se faufiler. Nous verrons, mais reste que les prochaines élections fédérales vont être quand même assez intéressantes. Juste de voir aller M. Bernier en campagne pan-canadienne. Oui, on l'avait reçu ici d'ailleurs, M. Bernier. Oui, donc, tout à fait, dans nos studios. Le bulletin de nouvelles en Haute-Gaspésie, on reçoit des gros noms. Effectivement. Alors, on va poursuivre, puisqu'évidemment, il n'y a pas que l'actualité politique fédérale. Il se passe des choses ici même à Sainte-Anne-des-Monts. Ça fait quelques semaines déjà dans les médias qu'on voit des sorties syndicales de la part notamment du siècle, le syndicat des infirmières, inhalothérapeutes de l'Est du Québec, ainsi que de la FSSS, donc la Fédération de la santé et des services sociaux affiliés à la CSN. Cette plus récente sortie, celle de la F3S, concerne des employés de bureaux qui disent être victimes de paroles vexatoires, de harcèlement psychologique à l'ouvrage. On dit que lorsque ça ne fonctionne pas bien avec un gestionnaire, il peut y avoir certaines menaces de représailles. On dit non, tu ne seras pas promu à tel poste, ou bien non, tu n'auras pas tel avantage, ou surcharge de travail. C'est ce que prétend le syndicat, bien sûr. Du côté du CIS, on dit qu'évidemment, ce sont
déclarations qui sont explosives et exagérées. Donc, on sent que le torchon brûle un petit peu entre la F3S et le CI3S. Donc, reste à savoir comment toute cette saga-là se terminera. Mais chose certaine, c'est qu'il y a une énorme pression actuellement sur le système de santé en Gaspésie, notamment à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Et là-dessus, syndicats et CIS se rejoignent en disant que oui, il faut recruter du monde. Reste à savoir comment on les recrutera. D'un côté, le syndicat a dénoncé le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'affichage à l'interne. Ce que le CIS répond à ça, c'est que oui, on veut bien afficher à l'interne, mais on ne veut pas déshabiller Jacques pour aller habiller Jean. Donc, on ne veut pas prendre une infirmière d'un tel secteur pour l'amener à l'urgence, par exemple. Donc, voilà toutes des choses qui doivent être discutées entre les deux parties. Mais évidemment, le mieux, c'est toujours de se parler et d'en arriver à un consensus. Oui, la réforme qui s'est installée depuis un bout avait vraiment déstabilisé un peu tout le système. En partant, on avait, tous les cadres avaient perdu leur emploi, entre guillemets, et devaient réappliquer sur des postes. Donc, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Les cadres aussi ont été un peu mis au bout du rouleau. Là. On a tendance à moins plaindre les cadres en général, mais ils l'ont pas eu facile non plus dans le système de santé dans les dernières années. Mais la Haute-Gaspésie est un bon exemple, puisqu'on avait un directeur général qui semblait faire l'unanimité chez les employés, M. Martin Pelletier, qui finalement a été dému à une fonction de directeur de services techniques et gérant d'établissement, mais avec aucun pouvoir. Elle avait fini par claquer la porte, tout simplement. Ce qui est triste dans notre histoire ici, précisément, c'est que après de longues années que l'hôpital avait de la difficulté à reprendre le dessus, on commençait à réatteindre un équilibre avec une espèce de consensus et de plaisir d'aller au travail qui commençait à s'installer. Et là, on a tout défait ça pour faire la méga structure que l'on connaît maintenant. Et du point de vue des gens de terrain, là, on parlait dernièrement aussi pénurie de main-d'œuvre ou manque d'effectifs à l'urgence à Sainte-Anne-des-Monts. Tout le monde est fatigué, les doubles chiffres. Donc, en partant, cette réforme-là a mis tout le monde un peu à bout. Donc, j'imagine qu'il y a de la tension, de la fatigue dans l'air. Alors, des fois, les discussions doivent déraper. Ce qui n'aide pas non plus, c'est que le syndicat va dire telle situation existe, mais personne n'ose mettre son nom au bout d'une plainte. Exact. Et là, ça devient mais est-ce que avez-vous des preuves qui n'est pas fin puis qui est bon, qui travaille pas bien? Mais c'est la crainte de représailles, c'est ce qu'on nous dit. Par contre, là, maintenant qu'on a mis ça public, je pense que là, on devrait faire sortir des noms parce que là, on a la protection un peu du fait que c'est rendu public. Donc, les cadres qui pourraient abuser n'oseront plus menacer ou congédier à bon semble l'humeur du temps. Là. Donc, maintenant que c'est public, je pense que bon semble l'humeur du temps. J'ai pédalé une expression. Mais là, je pense que c'est le temps d'y aller avec des noms pour que si 2-3 personnes dans tout le système pourrissent un peu l'atmosphère, qu'on fasse le ménage et puis pour que la bonne humeur revienne. Mais c'est déjà difficile dans le réseau de la santé et chez les cadres et chez les employés, les syndiqués. Donc, j'imagine que ça prend pas grand-chose pour que le feu pogne aux poudres. Exactement. Alors, et voici 2 nouveaux péronismes à ajouter dans l'édition 2019. Les bloopers quasiment. Alors, Fred, on poursuit cette fois-ci dans les propositions. Sandra Gauthier, c'est tous directrice générale d'Exploramer, s'est présentée en séance de travail de la MRC de la Haute-Gaspésie pour présenter une proposition qu'elle avait déjà mentionnée dans le passé. Ce qu'on souhaite, c'est que les hôteliers perçoivent 1 ou 2 $ par nuitée auprès des touristes, de la clientèle touristique, histoire de créer un fonds global de développement touristique. Évidemment, ce ne sera pas 1 $ qui viendrait de la part des hôteliers, ça serait simple, ils joueraient simplement le rôle de percepteur. Ouais. Donc, ce qu'on calcule dans cette proposition-là, c'est qu'avec tous les établissements hôteliers, hôtels, motels, camping, gîtes en Haute-Gaspésie, si on considère qu'ils sont complets à 75%, 120 jours par année, on irait chercher grosso modo 140 000 $
par année pour ce fonds de développement-là. L'atout principal de ce fonds-là, l'objectif principal, ce serait lorsque des villages ou des municipalités doivent présenter un projet au gouvernement qui nécessite une subvention, ben on dit toujours, bon, sur un projet d'1 million, ben vous devez mettre 10%, par exemple. Et pour un village, on s'entend comme Marsouilles, Mont-Saint-Pierre. Toujours difficile. C'est toujours difficile. Donc, ce fonds de développement-là pourrait servir à absorber ces mises de fonds-là qui sont demandées par le gouvernement. Alors, qu'en penses-tu? Une bonne idée ou non? Ben, moi, je pense que c'est une bonne idée parce que le montant n'est pas très élevé. Donc, sur la facture totale d'hébergement, ça ne paraît pas tant que ça. Et puis, c'est de l'argent qui vient de l'extérieur, donc c'est pas la population qui aurait... C'est pas une taxe sur la population, donc je pense que les gens de la Haute-Gaspésie peuvent pas être contre. Et c'est pas abusif envers les touristes non plus. Je pense que c'est une bonne idée. Et ça Reste existe à savoir déjà ailleurs. qui gérerait le fonds et tout. Là, mais, Voilà. On a avancé que ça pourrait être soit les municipalités, soit la MRC, peut-être la Chambre de commerce aussi, ouais. pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui existe déjà. Il y avait le maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, qui avait été à une rencontre, je pense, pour la régie, la régie de l'énergie, Ouais. qui avait été à Calgary. Et il y avait sur sa facture d'hôtel 8 qui était réservé à un fonds touristique. Donc 8 c'est quand même important. Et ce qu'il disait, c'est qu'on s'en rend même pas compte. On regarde le total. Et là, après avoir épluché la facture, mais bon. C'est des petits montants, puis je pense que les touristes seraient prêts à payer ce dollar de plus-là, sachant que année après année, ça risque d'améliorer l'expérience touristique pour ces clients-là. Donc, très bonne idée. Ça serait bien que ça soit mis en application assez rapidement. Et en terminant, j'ai demandé le son de cloche de quelques hôteliers. Il y en avait certains qui étaient évidemment en faveur. Un dernier qui m'a apporté un son de cloche un petit peu différent. Il dit oui, je suis en faveur, mais il dit en même temps, pourquoi on n'irait pas chercher de l'argent là où il y en a beaucoup, c'est-à-dire dans des entrées, par exemple, au Parc national de la Gaspésie. Si on rajouterait $1 par entrée au parc, là aussi, on pourrait aller chercher une somme intéressante. Le principe peut s'appliquer ailleurs, c'est vrai. Donc, ça sera à réfléchir. On peut commencer par ce qui est hôtellerie et puis bonifier par la suite. Comme je dis, un montant aussi minime qu'1 je pense que les clients seraient prêts à le payer en sachant que c'est pour le bien de la région. Tout à fait. Alors, mon cher Fred, si tu permets bien, on va prendre quelques instants pour prendre une pause et on vous revient immédiatement avec la suite de l'actualité dans votre bulletin de nouvelles. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Tu sais, j'ai toujours essayé, là, ma devise a tout le temps été « la vie doit rester le plus normale possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est les ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie, là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. Il y a un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment! Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alors, après les nuitées à $1, on pourrait aussi se tourner vers une autre proposition. Cette fois-ci, c'est l'ensemble des préfets de la Gaspésie qui le demandent aux 2 paliers de gouvernement. C'est de ramener les crédits d'impôt
pour régions éloignées aux personnes qui viendraient s'installer ici. Alors, le concept est assez simple. Sur chaque déclaration d'impôt, à la fin de l'année, les nouveaux arrivants indiquent combien de jours ils ont habité là, les voyages qu'ils ont dû faire, notamment pour les soins de santé. Et c'est d'ailleurs un des points essentiels qui est mis de l'avant par les préfets. On dit on doit se déplacer à Rimouski pour l'ophtalmologie, pour plein d'autres de besoins en santé. Donc, ça serait simplement logique d'offrir ce crédit-là pour les gens qui viennent s'installer en région éloignée. Actuellement, il y a la Côte-Nord qui en bénéficie, le nord du Québec et les îles de la Madeleine. Là, si je comprends bien, Dominique, c'est pour ceux qui viennent s'installer, c'est pour la première année ou c'est plusieurs années? Comment ça fonctionne? Effectivement, c'est un crédit pour les gens qui viennent s'installer. Je ne sais pas jusqu'à combien d'années ça peut entrer en vigueur, mais du moins, lorsqu'on arrive, ça peut être un incitatif pour les gens qui voudraient venir s'installer ici. On pourrait vendre ça en disant, bon, regardez, la première année, ça va être comme ça. Mais je ne pourrais pas te le dire précisément, puisqu'actuellement, il y a différents programmes qui existent. Dans la proposition de la MRC, on parle crédit pour régions éloignées, mais lorsqu'on va voir sur le site du gouvernement, on parle crédit pour nouveaux diplômés, crédit pour étudiants, donc il y a quand même quelques trucs. Oui, c'est ça. Donc, ça me semble intéressant. C'est sûr que le défi, c'est pas tant de s'installer en Haute-Gaspésie ou en Gaspésie, c'est d'y rester. Donc, oui, l'incitatif à venir s'installer, mais j'ai l'impression qu'on devrait aussi essayer de creuser un peu l'idée pour que ça soit quelque chose plus à long terme. Déjà que Sainte-Anne-des-Monts n'ait pas de remboursement pour Rimouski, quand on va se faire soigner à Rimouski, parce qu'on est juste pas assez loin. Là. Il manque une vingtaine de kilomètres pour avoir droit au remboursement. Donc, si on était capable d'ajuster déjà ce genre de choses-là, ce serait déjà un pas de plus. Oui, pour inciter les gens à venir s'installer en Gaspésie, mais oui, il faut inciter les gens à rester en Gaspésie. Donc là, il va falloir creuser aussi les idées à long terme, là, parce que c'est pas vrai qu'on a le même niveau de service qu'en ville. On doit vraiment, sur plusieurs points, se déplacer à des distances quand même considérables. Et pas toujours dans des conditions très agréables. Là. Et non. J'avais rencontré des dames aînées qui souhaitaient avoir des services d'ophtalmologie ici, on s'entend que simplement évoquer le fait qu'on a des besoins en ophtalmologie, on peut s'imaginer que des dames de 80 et 85 ans n'ont aucune envie de faire 2 heures de route en pleine tempête pour aller à Rimouski lorsqu'on a des problèmes de yeux. Là. Effectivement, donc plusieurs services comme ça, que ce soit dentiste, orthopédie, plusieurs... Ça tourne beaucoup autour de la santé, là, malheureusement. Les services qui sont un peu déficients ici dans le coin, qu'on manque de personnel ou d'installation. J'avais déjà vu passer l'idée de fournir un transport qui part de la Haute-Gaspésie et qui amène les gens directement pour leurs services en soins médicaux. Donc, il y a plusieurs idées à creuser, mais là, il va falloir à un moment donné... vraiment trouver des solutions durables parce que ça n'a pas d'allure. Donc oui, le crédit pour s'installer, mais je pense que là, sur le long terme, il faut réfléchir aussi à tout le moins avoir des remboursements avec des crédits d'impôt, mais sur le temps qu'on habite ici. Effectivement. Tant qu'on n'a pas les services qui vont être offerts sur place. Le nouveau gouvernement de la Coalition Avenir Québec a annoncé des assouplissements à l'enregistrement des armes à feu. Oui. On sait que ça avait causé un tollé, surtout de la part des chasseurs qui disaient être ceux qui étaient principalement visés par ce registre-là qui, à leurs yeux, ne servira strictement à rien puisque les gens qui possèdent des armes à feu sont déjà fichés dans le système. Donc, on ne comprenait pas pourquoi on visait ces gens-là puisque 95% des armes d'épaule sont des carabines, justement, qui servent principalement pour la chasse. Donc, on n'était pas très d'accord avec ça. Donc, on y était avec un assouplissement de certaines règles. Alors, Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, a annoncé que maintenant, lorsqu'on quittait son domicile avec son arme à feu, pour 15 jours, on devait le déclarer. Maintenant, on ferait peut-être monter ça à 30 jours. Donc, si on part en voyage de chasse 2 semaines, on serait plus obligé de faire une déclaration volontaire pour dire
une déclaration obligatoire pour dire je change l'arme de place. Donc ça serait une chose. On n'aurait plus besoin de mesurer le canon non plus. Il paraît que c'était un irritant. On a mis fin à ça. Et il y avait également un deuxième numéro d'immatriculation qui était exigé. Ça non plus, ça serait plus nécessaire. Donc on amène certains assouplissements. On a applaudi ces assouplissements-là. Mais ça reste mitigé encore, puisque à la base, ce qu'on demandait, c'était l'abolition pure et simple du registre. Ouais. Alors, bref, on met de l'eau dans notre vin, mais je ne sais pas si si à la date limite, là, est-ce qu'il y aura tant de gens que ça qui seront inscrits. Pour te donner des chiffres, là, seulement 321 450 armes avaient été enregistrées sur les quelques 1,6 millions qui circuleraient au Québec. C'est à peine plus de 20 %. Oui, il faudrait avoir aussi des statistiques sur quand un crime est commis avec une arme à feu. Est-ce que l'arme à feu en question était une arme illégale ou une arme légale? Voilà. Donc, il faudrait avoir cette statistique-là parce que est-ce que le registre est vraiment un outil pertinent pour contrôler les crimes avec arme à feu? Bon, moi, j'aime bien le discours où on dit on devrait peut-être investir massivement en santé mentale plutôt qu'en établissant un registre des armes à feu. C'est une question qui est assez sensible parce que je comprends politiquement de mettre en place un registre des armes à feu, ce qui était demandé un peu par les groupes de pression qui militent un peu contre la violence faite aux femmes et avec les armes à feu, etc. C'est une solution qu'on dirait qui est efficace, mais en même temps, j'ai pas encore eu... Je reste sur ma faim sur les arguments qui font qu'un registre est vraiment efficace pour protéger les gens contre les armes à feu. Un fou qui décide, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale et qui décide de prendre une arme à feu puis faire quelque chose avec, je sais pas si un registre peut tant que ça prévenir ce genre de situation-là. On s'entend que lorsqu'un policier est appelé pour intervenir sur une scène potentiellement dangereuse, qu'il y ait présence reconnue d'armes à feu ou non, on doit agir en prévoyant le pire. Donc, en quelque part, moi, je suis de ton avis. Ouais. Oui, ça reste à prouver. La pertinence reste à prouver. Mais je peux comprendre la sensibilité des groupes qui veulent le registre parce que ça rassure d'une certaine façon. Tout à fait. Mais jusqu'à quel point c'est pertinent, nous verrons. Reste à savoir. Alors, le temps file déjà, mon cher Frédéric. Oui. Peut-être quelques instants pour mentionner qu'en fin de semaine, les skieurs de Sainte-Anne-des-Monts et de Cap-Chat seront dans un tournoi régional. Alors, Cassandra Kenny et toute son équipe, chapeautée par les entraîneurs Roger Roy, notre Roger Roy. Oui, celui dont le nom apparaît dans toutes les salles de quilles de la région. Exactement, avec sa moustache légendaire. Donc, et Serge Dugas, les deux entraîneurs, amèneront ces jeunes-là, justement, pour cette compétition régionale-là. On leur souhaite, évidemment, la meilleure des chances. C'est une équipe qui est bien rodée. On sait qu'ils sont capables de très bons résultats. Nicolas Terrien et Cassandra Kenny, comme je le mentionnais, ne sont que deux exemples. Mais on s'entend que c'est une équipe qui travaille très, très fort. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances en fin de semaine. Et également, le Nordais, qui est en action en fin de semaine, son tout dernier match de la saison. Alors, par la suite, on se lance dans les séries éliminatoires. Excellent. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, Dominique Fortier, au nom de Frédéric Deroy, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.